Il est 8h et on est lundi. 6h, 9h, votre matinale info avec Sébastien Krebs. Merci de nous rejoindre et d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer ce matin. Théo Manval est là pour le journal de 8h. Bonjour Théo. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Avec à la une ce matin. Quand l'hôpital est en rupture de stock de médicaments, cela fait des mois que les services d'urgence dénoncent le manque de moyens partout en France. À Aulnay-sous-Bois, un établissement risque la pénurie faute de pouvoir honorer ses factures. Des éboulements quasi quotidiens en montagne à cause du dégel, des orages de grêle et des tornades qui ravagent des villages en quelques minutes. Connaissons-nous en ce mois d'août de sérieux symptômes du dérèglement climatique? Nous serons à Chamonix et Erserange dans un instant. Dans ce journal également, 10e week-end de contestation à Hong Kong, les 20 ans du coup d'éclat de José Bové au McDonald's de Millau, et puis Neymar conspué par les supporters du PSG hier soir pour la reprise de la Ligue 1. Dans 10 minutes, le regard de Didier François sur l'actualité internationale avec de nouveaux affrontements au Yémen. 8h15, l'invité politique avec un témoignage ce matin, celui du maire d'une commune rurale, Pierre-Emmanuel Beignet, maire de Sassy-sur-Marne en Seine-et-Marne. Europe 1. Quand un hôpital n'a plus certains médicaments car il ne peut pas honorer les factures de ses fournisseurs, 80 médecins de l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois dénoncent la situation ô combien inquiétante de leur établissement. Comme plus de 200 autres à travers la France, ils sont en grève pour attirer l'attention sur l'état de leur service d'urgence. Mais plus généralement, ils craignent de ne plus pouvoir assurer certains soins à cause des dettes qui s'accumulent. Claudia Bertram. Déjà 5 mois de retard dans le paiement des factures cette année. À la pharmacie de l'hôpital, Bernadette Coréoubar gère les commandes et ça fait des mois que les fournisseurs ne veulent plus livrer les médicaments. Là, depuis le début de l'année, j'ai 1200 messages dans ma boîte mail qui concernent les fournisseurs qui ne veulent pas nous livrer. Donc ça fait quelque chose comme 200 par mois et à peu près 10 par jour. Pour éviter les ruptures de stock, les pharmaciens comme Véronique Dupérin passent leur temps à essayer de trouver des solutions avec la direction ou les laboratoires. On fait des dépannages, des achats à des prix plus chers ailleurs, ce qui est du coup un non-sens puisqu'on aggrave encore les choses. Quand enfin les commandes sont débloquées parce qu'on a réussi à faire des paiements prioritaires, on commande en plus grosse quantité pour essayer d'être tranquille un petit peu plus longtemps. Et ce manque de moyens touche tout l'hôpital. Des examens ont dû être externalisés. Du matériel manque à tous les étages. Notre établissement, lance Guy Belaïch, le chef du service gastro-entérologie, doit bénéficier de mesures d'urgence. On a beaucoup de précaires, beaucoup de SDF, beaucoup de pauvreté. Donc je pense qu'il va falloir qu'on nous classe un peu différemment dans le 93, comme certains lycées ou collèges ou primaires sont en ZEP. Peut-être qu'il faudra faire des hôpitaux ZEP. Des moyens supplémentaires réclame la communauté médicale. Une réunion à ce sujet doit se tenir d'ici un mois avec la direction, les médecins et l'agence régionale de santé. Reportage signé Claudia Bertram pour Europe 1. À la une également ce matin, la vigilance orange levée pour les orages par Météo France, mais ils ont fait de gros dégâts ces derniers jours dans plusieurs régions. Inondations dans la Loire et la Haute-Loire, orage de grêle hier en Savoie. Mais l'image qui nous a tous marqué, c'est celle de cette tornade qui a dévasté plusieurs dizaines de maisons sur la commune d'Erserange en Meurthe-et-Moselle le week-end dernier. Erserange, où l'on fait le bilan ce matin et où le maire est en direct avec nous. Bonjour Gérard Didlot. Bonjour monsieur. On parle d'une trentaine de maisons touchées dans votre commune et alentour. Dans quel état se trouve Erserange ce matin ? Eh bien, Erserange se réveille doucement. Je suis au pied d'une maison dont la toiture a complètement été arrachée. Et quand je prolonge mon regard sur la rue, eh bien, c'est le même spectacle que je peux regarder. On imagine que certaines maisons vont rester inhabitables pendant un moment, notamment celle dont vous parlez, qui n'a plus de toiture. Comment vous accompagnez vos administrés ? Alors là, justement, la dame vient d'arriver. Elle est en contact avec une entreprise qui vient déjà faire les devis, parce que la toiture a complètement été arrachée, donc il est hors de question que la personne reste sur place. Donc, alors nous avons une rencontre avec monsieur le sous-préfet à 9h30, donc on va décider si, pour la mise en place d'une cellule médico-psychologique, afin de soutenir les gens, c'est aussi une demande qui nous a été formulée, et aussi demander à monsieur le sous-préfet le classement de la commune en catastrophe naturelle. On sait que les assurances tardent parfois aussi à indemniser les sinistrés. Dans quel état d'esprit sont les habitants de votre commune ce matin ? Ils sont toujours un petit peu inquiets dans la mesure où ils sont dans l'expectative de savoir quelles vont être les réponses apportées au sujet justement qui est posé, quoi. Et ils espèrent évidemment que ça va réagir un peu vite parce que j'imagine qu'il y a urgence quand même à réparer ces toitures.
Nous sommes là aussi, bien sûr, parce que en fait, il y a eu ce phénomène de météo vendredi, mais on annonce des pluies d'ici mercredi, jeudi. Donc, il faut absolument que les bâtiments, les maisons soient consolidés. Merci beaucoup. Et il y a aussi des interventions aussi à faire en matière d'électricité encore, puisque j'en ai des câbles qui pendent, qui ne trouvent pas de destination encore. Voilà. Merci beaucoup Gérard Didlot, maire d'Erserange en Meurthe-et-Moselle. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Tornade donc dans le nord de la France, alors que dans le massif du Mont Blanc, je vous le disais, on ne compte plus les éboulements, les chutes de rochers en haute montagne qui se multiplient, c'est quasiment tous les jours, et c'est à cause du réchauffement climatique qui a une conséquence bien précise, Jean-Jacques Herry, la fonte de ce qu'on appelle le permafrost. Le permafrost, c'est une sorte de ciment de glace, un gel qui tient les roches entre elles à haute altitude. Avec les températures en hausse, ils fondent. Résultat, la montagne ne tient plus debout, explique Ludovic Ravanel, géomorphologue au CNRS. Quand cette glace se dégrade, quand cette glace se réchauffe, les terrains peuvent être mis en mouvement et quand il s'agit d'une paroi, ces parois s'écroulent. Parallèlement à la fonte des glaciers, ces éboulements sont maintenant de plus en plus nombreux. Tout le monde doit s'adapter, à commencer par les guides de haute montagne. En première ligne sur le terrain, Olivier Grébert, président de la compagnie des guides de Chamonix. Avant, quand on voulait faire de la neige, on pouvait encore venir mi-juillet ou fin juillet, que maintenant, si on veut faire des courses de neige, il va plutôt falloir venir sur mai-juin qu'au mois de juillet. En montagne, le réchauffement climatique et ses conséquences sur les activités humaines n'ont vraiment rien d'abstrait. Par souci de sécurité, le massif du Mont Blanc est aujourd'hui truffé de capteurs chargés de détecter les mouvements de terrain entraînés par la fonte du permafrost et qui pourraient endommager certaines infrastructures. La technique a déjà fait ses preuves, raconte le maire de Chamonix-Mont-Blanc, Éric Fournier. Sur le site de la télécabine de Bochard, nous avons enregistré des mouvements qui pouvaient laisser penser que le substrat rocheux risquait de bouger, donc qui a nécessité des ancrages et un travail supplémentaire pour en renforcer l'assise. Et à terme, la vallée de Chamonix-Mont-Blanc devrait se doter d'une 60aine de ces capteurs dans le cadre d'un plan climat. Chamonix, Jean-Jacques Herry, Europe 1. Et la suite du journal, direction Hong Kong, donc, où des milliers de militants pro-démocratie ont à nouveau défié les autorités ce week-end. 10e week-end d'affilée, de nouveaux face-à-face tendus avec les forces de l'ordre et plusieurs points du territoire encore une fois paralysés. On va retrouver sur place Sébastien Le Belzic. Sébastien, à nouveau les transports et notamment l'aéroport de Hong Kong, l'un des plus fréquentés de la planète, ont été totalement bloqués. Oui, c'est une vision plutôt surprenante pour qui connaît Hong Kong. En débarquant hier à l'aéroport, ce sont plusieurs centaines de manifestants qui vous accueillent. Ils sont installés dans le hall central, des jeunes qui distribuent des tracts aux voyageurs pour expliquer leurs revendications et surtout leur colère, qui vise d'abord la Chine continentale, accusée de briser les libertés fondamentales de Hong Kong, et puis la police locale accusée de violence. Écoutez l'un de ces manifestants. C'est une façon de faire connaître aux visiteurs ce qu'il se passe à Hong Kong. Quand ils arrivent, ils voient tous ces manifestants. Alors vous l'imaginez pour les touristes chinois qui débarquent d'un pays totalitaire où les manifestations sont interdites, c'est la surprise. Certains les soutiennent du bout des lèvres, mais la plupart ne comprennent pas ce mouvement. Écoutez. Je quitte Hong Kong aujourd'hui. Je ne supporte pas ce genre de manifestation. Je ne comprends pas. Sébastien, les autorités locales mettent en garde contre les conséquences économiques de ce mouvement. Est-ce qu'elles se font déjà sentir ? Oui, Hong Kong est considérée comme l'une des villes les plus dynamiques d'Asie. Elle traverse aujourd'hui une crise politique et bientôt met en garde son gouvernement un tsunami économique. La chef de l'exécutif, Carrie Lam, estime que la croissance de Hong Kong et l'image de la ville sont en danger. La moitié au moins des touristes du continent chinois ont déserté. Ça représente un gros manque à gagner pour cette ville tournée vers le commerce à destination des touristes avec ses fameux centres commerciaux géants. Même la France met en garde ses ressortissants afin qu'ils restent à l'écart des manifestations. Hong Kong est aussi la 3e place financière du monde et ce genre de manifestation aura forcément un impact sur l'avenir des multinationales implantées ici. Merci beaucoup Sébastien Le Belzic en ligne de Hong Kong pour Europe 1. Aux États-Unis, les théories du complot s'amplifient après la mort en prison du milliardaire Jeffrey Epstein, homme d'affaires aux liens étroits avec de nombreux politiques et accusé de trafic sexuel de jeunes filles mineures. Son décès a été qualifié de suicide apparent par les autorités. Les résultats de l'autopsie réalisée hier sont attendus dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Et voici une image qui est restée dans toutes les mémoires. José Bové, jugé sur son tract
acteurs pour le démontage du McDonald's de Millau. C'était il y a 20 ans tout juste, le 12 août 1999. Les États-Unis veulent surtaxer le Roquefort. La Confédération paysanne débarque sur le chantier de ce symbole des fast-food à l'américaine. Alors McDo hier, accord du CETA aujourd'hui. Que sont devenus ces militants ? Pauline Jacot a retrouvé ceux qui étaient ce jour-là aux côtés de José Bové. Les années n'ont en rien entamé leur détermination. 20 ans plus tard, ils sont toujours militants, toujours paysans. La bande du Larzac, regroupée un soir chez Tintin, petit troquet à quelques kilomètres de Millau, est restée soudée autour de ce qu'ils appellent encore leur idée de génie. Richard, Frédéric, Jean-Paul, Gilbert et José, sa pipe, sa moustache, José Bové, de toujours le copain de lutte de Léon Maillet et ce jour-là, le meneur des troupes. On était parti à une petite manif tranquille et puis tout s'est emballé. Les médias se sont emballés quand il y a eu la prison, mais on s'est dit après tout, pour la bonne cause, c'est formidable d'aller en prison. D'ailleurs, je crois que quand José, la juge, lui a indiqué qu'elle le mettait en incarcération, il a répondu « Merci madame la juge ». Parce qu'elle a compris que c'était une action géniale, quoi. Si on a gagné contre le gaz de schiste, contre les OGM, c'est aussi grâce à la ferveur militante qui a débuté au moment du McDo, estime Léon. À 66 ans, son collègue et ami Christian Roquerolles n'a jamais baissé les bras. Son combat du moment, c'est le CETA. Ce qu'on dénonçait à l'époque, on continue de le dénoncer aujourd'hui par rapport aux accords du CETA. Il faut arriver à produire toute la nourriture dont on a besoin sans forcément être obligé d'importer. 20 ans plus tard, à Millau, le McDo de Beauvais, comme il est surnommé, est toujours debout. L'ironie de l'histoire, sourit Léon, c'est qu'en voulant détruire le McDo, finalement, on lui a fait une énorme publicité. Pauline Jacot pour Europe 1. On termine avec le football, entrée en matière sans bavure hier soir pour le PSG. Les Parisiens se sont imposés 3-0 sur leur pelouse face à Nîmes en clôture de la première journée de Ligue 1. Cavani, Mbappé et Di Maria ont marqué. La star Neymar n'était pas convoqué, toujours en instance de départ. Bien dans les tribunes, les supporters ont déployé plusieurs banderoles l'invitant sèchement à partir. Je veux son départ parce qu'il crache trop sur le club, il est trop absent, il nous apporte rien pour le prix où on l'a acheté. S'il respecte pas le club, pourquoi on le respecterait ? Il parle pas, il laisse le flou, c'est juste qu'il veut partir, qu'il se casse et puis c'est tout. Bien sûr, je suis déçu, on aurait préféré avoir un Neymar à 100%, surtout qu'il est là quand même depuis 2 ans et qu'il a fait à chaque fois une demi-saison, donc on reste sur notre fin. On attendait beaucoup de lui, je pense un peu trop, et c'était un mauvais challenge. Financier comme sur l'apport du cœur, parce qu'on pensait qu'à Paris, Neymar allait nous faire des Brésiliennes, et non, il n'y a pas eu de Brésilienne. Supporter parisien au micro de Julien Froment. Au classement, Paris est à égalité avec Lyon en tête de la Ligue 1. Lyon qui a également battu Monaco 3-0. Voilà pour le journal de Théo Manval. Merci Théo, à tout à l'heure à 9h.